Bonjour, c'est comme toujours, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission consacrée aux traditions, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voyager, prendre la mer pour mieux faire le tour de la Terre avec Jean-Luc Van Eden, navigateur solitaire. Sur la route solitaire, il va empoigner l'océan. Profession fou du Vaughan, tourneur autour du monde, bref, navigateur salutaire. VDH, à les pieds sur mer, et moi je sais pas les idées dans la tête. Une araignée de mer dans le plafond, une voile aux poumons, des balises sous les yeux, des phares aux paupières, des nœuds dans les cheveux, un grain de sable de folie ou de sable d'Olonne dans la tête. Il est comme son bateau, barré. Normal, la mer lui a mis le grappin dessus quand il était tout petit. Né au champ de la Coque, sous le signe du zodiaque, ascendant tropique du Cancer, le petit Jean-Luc va téter la Voie lactée, avaler des biberons d'eau de mer. Dès lors, la passion ne va plus le lâcher. Enfant, il passe ses journées bouche bouée, assis sur le sable émouvant. Il mate l'océan et l'eau salée. Il a de l'eau salée dans les veines. Depuis qu'il est tout petit, l'eau le ronge de l'intérieur. Elle s'infiltre sous la peau par tous les pores. Je dois vous avouer qu'il souffre d'une drôle de maladie, l'osmose. Il prend l'eau de partout. Il est fêlé, aucun doute. Il deviendra skipper. Alors, adolescent, ça ne s'arrange pas. Très mature pour son âge, c'est une bête de sextant. Il n'hésite pas à fumer de l'algue, se shooter à l'iode. Sa came, c'est la mer. Il passe ses journées en pilier de bar, de gouvernail, dans les débits de poissons. Et là, il apprend le métier. Il cultive son secret. Il fait de l'autospi, c'est-à-dire qu'il se confie à voile basse à son spi. Avant de se consacrer totalement à la voile, il fait un petit tour par l'enseignement. Avec sa collaboratrice, calcul-actrice de charme, ils prennent la tangente et ils se dévoilent des formules secrètes, découvrent de ravissantes inconnues, petits X et Y, font danser les triangles sur les pointes, racontent des paraboles du second degré. Et finalement, il va quitter l'enseignement. C'est décidé, il va épouser la mer. La mer, elle l'attend, étendue, toute côte offerte. Elle l'attire en rase compagne et lui dévoile ses formes arrondies. Elle le prend dans ses bras de mer, elle le ballotte, le bouscule, parfois le tentacule. Une histoire d'amour et d'eau salée. Et très vite, le petit Jean-Luc devient le roi de l'océan. Qu'il navigue sur des coquilles de noix ou sur des ferrariches des mers, il a l'esprit baroudeur, aventurier, une fièvre de chenal. Il remue ciel et mer, casse la bourrasque et il remporte les courses, bat des records. Il s'impose très vite comme la star du showbiz, le Johnny, alizé des mers qui soulève les houles sentimentales et décroche l'algue de triomphe. Alors, cher Jean-Pierre, n'importe quoi, il y a tellement de Jean-Pierre sur le plateau. Cher Jean-Luc, merci pour tous ces voyages. La course en solitaire n'appartient pas qu'aux seuls voyageurs. Grâce à vous, on fait le plein d'extras pour oublier l'ordinaire, un petit peu d'éphémère, de rêves qui passent. Grâce à vous, la vie se fait comme l'océan, plus pacifique, cap sur le cœur et vogue le bonheur. Quel regard porte-t-il sur la course au large d'hier et d'aujourd'hui ? Comment gérer la solitude, le retour sur la terre ? Quels sont ses grands souvenirs, ses projets et la musique dans tout ça ? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Jean-Luc, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors permettez-moi, avant de commencer notre entretien... Très amusant. C'est un portrait vrai de vrai, à peine beaucoup inventé. Permettez-moi de vous présenter nos deux corsaires des plateaux télé, nos deux Jean-Pierre. Voilà, je disais merci Jean-Pierre, mais c'est aussi merci Jean-Pierre et merci Jean-Luc. Jean-Pierre Pouvreau, du Poucton au Fenouillet. Vous mettez à l'honneur un produit ? Ah non, je mets d'abord une recette de la fabrication de base qui est le vinaigre, que tout le monde peut faire chez soi. C'est un moyen de conservation qui peut être valable sur les bateaux. Je pense qu'on peut emmener des produits qui sont conservés dans le vinaigre ou dans le gros sel. Et donc, je donne la recette du vinaigre. Et les cornichons, j'en ai parlé déjà une fois. Et donc là, je voulais donner la recette de la betterave au vinaigre. La betterave. Oui. C'est la saison des betteraves crues, on peut les trouver. C'est un produit abordable et pas cher. Et donc, autant en profiter avec votre vinaigre que vous ferez à la maison. Eh bien, c'est parfait. Et puis, Jean-Pierre Bertrand, Art Expo, des archives ? Oui, j'ai deux archives. Une que j'ai en mémoire. Ah, d'accord, ça sera en direct. J'ai vécu des instants avec monsieur en 1992. Alors, je ne vais pas plus loin. On en parlera. Et puis, je voudrais aussi... faire écouter les enfants des sables qui rendent hommage aux coureurs, à ces aventuriers. Et ça avait été fait avec le Conservatoire des Sables, à partir d'une chanson faite par un sablais qui s'appelle, cette chanson, C'est ça le Vendée Globe.
Elle est des années 80, au début 90. D'ailleurs, puisqu'on parle chanson, tout à l'heure dans le chapeau introductif, on a entendu une chanson d'Hugo Frey, Oui, absolument. qui est écrite pour vous, c'est ça? Oui, exactement. Hugo Frey était le parrain du bateau avec lequel j'ai établi le record du tour du monde en sens inverse, c'est-à-dire le contraire du Vendée Globe, contre les vents. Et il est venu naviguer avec moi, et pour cette occasion, il est arrivé avec un papier et une chanson et qu'il a enregistré. Alors, qui n'a pas fait le tour de la planète par rapport à Santiano, mais j'étais très sensible à ça, et on se revoit régulièrement. Il était à mon arrivée au départ et à l'arrivée du Golden Globe. Il est venu chanter avec nous lors de la remise des prix. Enfin, c'est un ami. La dimension musicale, elle est importante dans votre vie aussi? Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé entraîner les gens et leur faire plaisir et mettre de l'ambiance dans une soirée. J'ai des photos de moi et je me rappelle au casino de Berck où je devais avoir 6 ans. Chanteur. Elle est dans mon livre. Je suis en train de chanter en repliant ma culotte, mon short, parce que je devais être peut-être un peu intimidé, mais je n'étais pas totalement intimidé puisque les gens autour de moi rigolaient, donc c'est un souvenir. Ce que je disais à Johnny Alizé des Mers, star du showbiz. Oui, enfin, moi je fais ça parce que j'aime bien ça, et c'est pas du tout un métier, c'est pas du tout, là encore, c'est plus une passion. En réalité, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ça, je n'ai fait que des choses que j'ai choisies, y compris d'être prof de maths. C'est moi qui voulais faire ça, je voulais faire un métier utile, je voulais faire... je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus utile qu'un prof La transmission. Et comme j'étais bon en maths, je me suis mis prof de maths. Quoi. Ça a duré combien de temps J'ai 18 ans d'ancienneté. D'accord. C'est quand même un paquet de temps, et j'ai arrêté en 89 au premier Vendée Globe. Donc j'avais déjà pris pas mal de disponibilités avec le rectorat pour faire la mini-transat, 2 mini-transats, le Box Challenge qui était un tour du monde avec des escales où là j'ai carrément pris 1 an. Et quand je me suis inscrit au Vendée Globe, j'ai évidemment redemandé 1 an de disponibilité, et le rectorat en Bretagne m'a dit: mais vous avez vu tout ce que vous avez déjà pris comme disponibilité? Je dis oui, mais moi j'avais un contrat définitif avec l'État, je suis dans une école privée à Lorient, et on ne pouvait pas m'empêcher de prendre une disponibilité. J'étais évidemment pas payé pendant ce temps-là, j'avais un remplaçant, et puis voilà. 1989, le premier Vendée Globe, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, j'imagine. Non, ça n'a strictement rien à voir. D'abord, il y avait une seule personne en 89 qui avait réussi en 68 à faire un tour du monde sans s'arrêter, c'était Robin Johnson. Ça n'avait plus jamais été réédité depuis 1968, donc ça faisait déjà un paquet de temps. Et quand on a parlé de cette course-là pendant le Box Challenge, c'est-à-dire il y avait une course organisée par les Américains où on faisait 4 escales. On partait des États-Unis, on s'arrêtait en Afrique du Sud, en Australie et au Brésil. Et les Français, on était là, on se disait que ça serait quand même mieux si, au lieu de passer 1 mois, quand on arrivait dans les bons, on passait 4 semaines d'escale à peu près, c'était long, et puis cher. On s'est dit, ça serait quand même beaucoup plus intelligent et beaucoup plus rigolo de faire ça sans s'arrêter, et c'est ça qui a donné lieu au Vendée Globe en 1989. Quel souvenir vous gardez de ce Vendée Globe? Le sentiment d'ouvrir une voie Alors, à l'époque, on était pris pour des fous, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient personne ne va revenir de cette course. Il y avait le bateau le plus sage qui était Cacharel, où on disait ah bah si, peut-être c'était l'ancien Penduc 3, donc là c'est comme c'était le bateau de Tabarly, on disait celui-là va peut-être réussir, mais alors les autres, moi je me rappelle, il y avait des gens qui se moquaient de moi, qui se moquaient du bateau,
parce que j'avais une barre franche, parce que j'avais pas de roof, parce que j'avais pas eu assez de sous pour faire un roof, pas de protection, et moi j'étais assez confiant. Moi j'étais pas du tout. Alors évidemment, quand on part dans une aventure comme ça, on est assez anxieux, on est quand même anxieux de savoir si on va arriver, si on va rien casser, etc. Mais je savais que c'était tout à fait possible et faisable de faire ça, et on a été quand même 7 à arriver. Ouais. Une aventure quand même très solitaire. Je veux dire, il y a le staff, mais le staff, on ne l'a pas tous les jours. Enfin, c'est rien à voir avec aujourd'hui, peut-être. Alors, il y a des tas de choses qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. D'abord, nous, on découvrait, donc on avait des bateaux très sages. On m'aurait dit, tu vas mettre une quille basculante sur le bateau. J'aurais dit, attendez, d'abord mettre une quille fixe, et j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. Et puis, on m'aurait dit, alors évidemment, encore les foils, on en parlait encore moins, bien sûr. Et le jeu, c'était... d'ailleurs, il y en avait certains qui avaient des bateaux existants, comme Cacharel, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait certains bateaux qui n'avaient pas été construits pour la course, qui étaient des bateaux de croisière avec lesquels les gens sont partis. Et moi, j'avais fait ce bateau en aluminium. Aujourd'hui, il n'y a plus de bateaux en aluminium sur cette course, et j'avais des mâts en alu, j'avais des voiles en dacron. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, et j'avais un budget ridicule, capable de jouer les premiers rôles, puisque j'ai fini 3e, et aujourd'hui, ce serait impossible d'imaginer une place de 3e avec un pareil budget, quoi. Jean-Luc, je vous propose, on va s'intéresser au vinaigre qui peut peut-être s'emmener sur les bateaux. Avec Jean-Pierre Pouvreau, on va passer à table. Alors, comment on fabrique le vinaigre ? Voilà, alors commençons par la base, la fabrication du vinaigre, parce qu'on peut des recettes à base de vinaigre, il y en a une multitude. Les chutneys, etc., les cornichons. Mais d'abord, la fabrication du vinaigre. Alors bon, le vinaigre, d'abord, tous les restes de vin, on peut les mettre dans un vinaigrier. Voilà. Et quand le vinaigrier est à peu près plein, il faut des vins minimum 14 degrés pour que le vinaigre se conserve bien et se bonifie. Si les vins n'ont pas assez de degrés, il faut rajouter à peu près 15% d'alcool. Mais on peut mélanger du blanc, du rouge, Ouais, ça veut dire que le vinaigre il sera rosé au lieu d'être rouge. Ouais. Moi j'aime bien les vinaigres qui ont du caractère, donc moi je mets ou que du rouge ou que du blanc. D'accord. Mais si on mélange les deux, il y aura un parfum différent. Tout est permis dans la fabrication, il n'y a pas de souci. Alors si on n'a pas de reste de vin, bon, il faut quand même un vinaigrier, bon, avec une partie, un petit robinet pour récupérer le vinaigre. Et il faut... la base, c'est 1 litre de bon vin rouge, et on rajoute un quart de vinaigre de vin. Ouais. C'est pas compliqué. Et 15 ou 16% d'alcool si le vin n'est pas suffisant. Ouais. Voilà. Et donc après, on laisse ça à mariner dans un endroit sombre, et tous les 2-3 jours, il faut l'aérer un petit peu, mais pas toute la journée, parce qu'il y a la mousse du vinaigre qui se met dedans et qui est dans le vinaigre. Il y a des vers et ça peut faire perdre le vinaigre. Voilà. Et donc la mer se constitue naturellement. Il n'y a pas besoin de mer de vinaigre. On met simplement du vinaigre et la mer se constitue naturellement. Et là après, au fur et à mesure de la cuisine qu'on fait, on prend le vinaigre et il faut toujours compléter la partie du vinaigre qui a été prise par du vin. D'accord, ça c'est la règle. C'est la règle de base. Le vinaigrier, il faut toujours qu'il soit plein. D'accord. Et l'aérer, le ventiler... Donc ça demande une surveillance. Ben, ça demande, comme un bébé, il faut le surveiller, il faut le materner, il faut aimer. Si on n'aime pas, voilà. Voilà la base du vinaigre. Et donc, après, évidemment, si on rajoute la saison des framboises, on met des framboises à mariner dans un litre de vinaigre, vous aurez du vinaigre de framboise à base de framboises fraîches. On peut mettre du cassis, de l'estragon, on peut faire du miel, vinaigre au miel, c'est très bon. Et le vinaigre balsamique, c'est du balsa ? Ah, le vinaigre balsamique, c'est une autre recette. Ah ouais, c'est pas du balsa. Non, ça c'est une recette typiquement du vin de Modène, voilà, en Italie, ceux qui ont la technique pour faire. C'est quoi le principe balsamique ? Mais ça vient du vin de Modène, sauf que c'est un vinaigre. C'est le vin qui constitue. C'est le vin qui constitue, donc il est évaporé, ils le mettent en plein soleil, il y a toute une technique que j'ai pas étudiée. Un peu sucré, donc, du coup ?
Ben, ça se sucre naturellement avec le vin. Non, mais c'est des recettes des vinaigres qui ont 10, 20, 30 ans. D'accord. Un bon vinaigre, il peut se vieillir comme du vin. Les goûts des vinaigres sont... Il y a autant de goûts de vinaigre que de vin. D'accord. Voilà, alors donc c'est illimité. Moi, ça, c'est une base. Puis après, il faut jouer. Après, il faut jouer, voilà. Il faut essayer. Mais alors, donc, ce vinaigre-là, on peut le mettre également au plein soleil, faire des essais. On peut le faire avec du cidre. On peut le comment faire, il se comporte. voilà, comment il se comporte. Et donc, on peut faire des betteraves au vinaigre. Bon, il faut les mettre à bouillir, à ébullition, avec une cuisson avec un petit peu de laurier, du thym. Et puis quand elles sont cuites, on les épluche, voilà. Et après on les émasse et on met un quart d'eau et 3/4 de vinaigre, une cuillerée de sel, une cuillerée de sucre. Ah d'accord, on sucre. Voilà. Et on met un peu d'estragon pour parfumer et on les stérilise, pour qu'elles se conservent quand même. D'accord. Et une fois stérilisées, ça accompagne le foie gras, ça accompagne les charcuteries, ça accompagne tout ce que veut. Et on peut emmener les betteraves comme les cornichons sur les bateaux. Ça va se conserver sans problème pour agrémenter les longues soirées de course en solitaire. Hein? Et on s'était rencontrés il y a longtemps avec Jacques Archambault au Sable d'Olonne. Voilà. On s'était croisés à une arrivée du Vendée Globe. C'est très vieux. Voilà. Non, c'est pas vieux. C'était ça date. Oh non. Tu vieillis tout le monde. On avait dû chanter partout, la mer est belle, il me semble. Peut-être. C'est-à-dire que vous en croisez du monde et j'imagine que les retours, ça doit être un sacré décalage. On parlait Vendée Globe parce que la foule qui attend entre une traversée en solitaire et puis tout d'un coup se retrouver confronté, comment on gère ça? Alors on s'y attend. On sait très bien qu'on va arriver dans 15 jours, 8 jours, 3 jours et on a envie d'arriver. Je connais pas un seul concurrent, un seul coureur, à part Moitessier, qui n'a pas envie d'arriver. Moitessier, lui, n'a pas eu envie d'arriver, il a refait un demi-tour du monde, en plus de celui qu'il venait de faire. Mais on est heureux de retrouver les siens, on est heureux de retrouver... Enfin, moi, j'ai vécu ça comme un bonheur. Moi, je suis pas du tout un ours solitaire qui aime pas les gens, qui aime pas la foule, qui aime pas parler. Et donc, je reviens, je suis heureux. De toute façon, je suis heureux tout le temps. C'est bien. C'est l'eau des passionnés. Et Jean-Pierre, parler nourriture, c'est aussi... j'imagine quelque chose qu'il faut anticiper, qui ne doit pas être simple. Ça fait partie. La préparation, c'est l'élément le plus important dans ce genre de course où on va partir très longtemps. Alors évidemment, dans le Golden Globe, on est parti encore plus longtemps parce que c'est 3 fois un Vendée Globe. Aujourd'hui, ils mettent 70 jours, nous on a mis 210 jours. Donc il faut évidemment bien se préparer, bien préparer son bateau d'abord, se préparer physiquement, et puis préparer sa nourriture. Alors c'est pas difficile. Moi j'avais prévu, par exemple pour le Golden Globe, j'avais prévu 240 jours de nourriture, donc j'avais pris 480 plats manger. Tout préparé, soit lyophilisés, soit des plats des plats comme on trouve dans les supermarchés, dans les commerces, des trucs en plastique, on fait chauffer, on ouvre et voilà. Et donc aujourd'hui, on a des plats qui sont en conserve, qui sont excellents. On n'est plus du tout à l'époque, justement, Robinson Johnson, où il était parti avec 240 boîtes de corned beef. C'est un poids, ça. S'il avait fallu que je parte avec ça, j'aurais pas fait la course. C'est ça. Effectivement. Alors, quand même, il m'avait dit, ça nécessite beaucoup d'imagination. Alors Jean-Pierre, je vais vous passer la parole pour évoquer une anecdote, c'est tout de suite de bouche à oreille. Oui, alors quelques jours avant le départ de 92, Deuxième Vendée Globe. Voilà, il y a une soirée qui est organisée au Beau Rivage, chez Monsieur Drapeau.
Et vous en souvenez? Je me rappelle de cette soirée, oui. Ouais. Et tout ça parce qu'il y avait une volonté du département de joindre au départ une exposition des peintres de la marine. D'accord. Donc avec un collègue, on est allé à Paris, au Trocadéro, pour un certain nombre d'œuvres, et puis proposer à des peintres de marine de suivre la course, enfin les préparations de la course. Et donc pour mettre tout ça en branle, on se retrouve à Beau Rivage. J'ai face à moi Jean-Luc et près de moi son père. Ah oui, oui. Mmh. Et puis Jean-Luc, et voilà. Et puis à un moment, son père, sur une feuille, il faut que je la retrouve, sur une feuille grande comme ça, il était en train de croquer. Il donne la feuille à Jean-Luc. Il dit, et puis son père me donne la feuille. Et dessus, c'est marqué « Jean-Luc, tu es prisonnier de la mer. » Il est derrière les haubans. Et c'est vrai que ça fait comme les grilles d'une prison. Voilà un petit souvenir qu'on a en commun et que je voulais mémoriser comme ça parce que ça avait été impressionnant pour moi qui ne suis pas du tout de ce milieu-là. Mais n'empêche que cette année-là, les peintres de marine, il y avait, je me rappelle, l'amiral Bellec qui était là, il y avait Michel King. Qui était le parrain de mon bateau. Voilà. C'était le directeur du musée de la marine à Paris. Voilà. Et j'ai accompagné donc l'amiral Bellec dans les sous-sols du Trocadéro pour choisir des œuvres. Et puis on a fait une réunion avec des peintres, dont Michel King qui m'a logé. Et Michel King m'a offert un bateau, enfin ses croquis. J'ai plusieurs choses comme ça. Et c'est des souvenirs fantastiques parce que tous les soirs, on faisait un vernissage de ce que les peintres avaient fait dans la journée. Et donc tout ça, c'était du vivant. Et les tableaux étaient vendus au fur et à mesure, hein, évidemment. Mais je pense qu'un jour, il faudrait que le département fasse une exposition en faisant revenir les œuvres pour un événement, mais qui serait sympa. Moi, chez moi, j'ai Poupon et puis un anglais, qui est cette année-là. Voilà, donc j'en ai au moins 2, moi. Ouais. Donc c'est sympa. Voilà, c'était mon souvenir. Et puis un autre sujet ? Alors l'autre sujet, c'est le Vendée Globe a forcément impacté les gens des Sables, indiscutable. Et parmi eux, il y a il est décédé, un passionné de la mer qui a chanté les Sables sous toutes les coutures, et il a fait une très jolie chanson qui s'appelle « C'est ça, le Vendée Globe ». Et l'année dernière, avec la Ville des Sables, on a créé un événement autour du patrimoine chansonnier des Sables. On se balade quand même du XVIe siècle, ça c'était la plus récente, en chansons recueillies au Sables d'Olonne. Et on va écouter ça, chanté par les enfants, les élèves du conservatoire des Sables d'Olonne, dont on avait accueilli le directeur. Et la chanson a été composée par Jean-Luc Massol, musique et paroles. On écoute. Merci pour ce partage de chansons. C'est des bons souvenirs. Ouais. Merci bien Jean-Pierre. Jean-Luc, les projets aujourd'hui, toujours la mer ? Toujours la mer. J'ai un bateau de croisière avec lequel je navigue.
été aux Canaries l'hiver dernier, on ne pouvait pas aller plus loin à cause des petits problèmes qu'il y a eu aux Antilles et tout ça. On a ramené le bateau. Cet été, on a été en Galice. On a pas mal navigué en Galice. Au sud du Cap Finistère, entre le Cap Finistère et le Portugal. Et voilà, toujours un peu de navigation. Et puis, je vais m'occuper évidemment un petit peu du prochain Golden Globe qui va partir le 4 septembre 2022. Qui est la même course que le Vendée Globe, sauf que ça se passe avec des instruments à l'ancienne, comme le sextant, le loch que j'ai ramené, qui était mon sextant, mon loch. Dans la course, il y a 24 inscrits, je crois, ou 25 inscrits. Et ça va être intéressant à suivre. Et puis, dans la foulée, après, il y aura l'OGR qui part des Sables-d'Olonne, qui partira pas des Sables-d'Olonne, par contre, là, qui est un remake de la Whitbread. Et le Vendée Globe 2024. Pas de quoi s'ennuyer. Pardon ? Pas de quoi s'ennuyer. Non, je m'ennuie pas vraiment. J'aimerais bien que la vie soit un peu plus longue, que les journées aient plus que 24 heures. Ça me déplairait pas. J'aurais le temps de faire du vinaigre comme ça. mais j'en fais pas parce que c'est mon préparateur, moi, qui fait du vinaigre. Et donc, il me donne régulièrement une bouteille. Et comme j'en consomme pas 50 litres chaque année, donc... c'est mon préparateur qui s'en occupe. En tout cas, merci d'être passé nous voir. C'est déjà la fin de l'émission. On vous souhaite bon vent. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt, Jean-Luc. Merci les Jean-Pierre. On va se dire à Bétoute. À Bétoute. À Bétoute.